Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée mon auteur invité de cette semaine, Frédéric Berg, et tantôt vous avez parlé de la nuit, et je pense que c'est un moment que vous aimez beaucoup dans les trails, la nuit. Oui, alors j'ai découvert ça. Il y a un chapitre qui parle de la nuit. Les photos sont magnifiques. Oui. Et moi, quand j'étais enfant, la nuit, c'était le moment qui me faisait le plus peur. L'endormissement, c'était quelque chose que je trouvais mystérieux, qui m'inquiétait beaucoup. Et j'étais obligé de trouver des petits scénarios pour m'endormir. J'essayais d'avoir un lien avec la réalité, j'écoutais la radio et tout ça. C'était compliqué pour moi. Et puis après, dans ma vie d'adulte, c'est resté un moment, je sais pas, ça me faisait un petit peu peur. Et puis je me suis mis à courir. Et puis là, on s'entend que sur des distances comme ça, on court forcément la nuit, puisqu'on court 24 heures, on peut pas. Et beaucoup de courses commencent la nuit. Vers 23 heures la plupart du temps. Oh oui, 23 heures, minuit. On n'a jamais trop compris pourquoi. Parfois, c'est pour des raisons d'emploi. Enfin, ils veulent que les premiers arrivent le lendemain soir. Donc c'est ça, parce qu'il y a des courses, un 100 miles. Donc les meilleurs arrivent des fois à boucler en une vingtaine d'heures. Ça correspond à peu près à ça. Mais c'est troublant de partir dans la nuit. On part dans l'inconnu. Déjà que on sait qu'on s'engage dans une aventure. Et moi là, j'ai découvert, je sais pas, ça a été une vraie révélation. C'est un moment où les perceptions sont complètement différentes. Alors parfois il y a la lune qui éclaire, mais pas toujours. Utilisez-vous des lampes frontales toujours? Ou c'est obligatoire. Okay. C'est obligatoire. On peut pas prendre le départ de ces courses-là sans lampe frontale. Beaucoup de courses imposent aussi d'avoir une lampe clignotante derrière c'est une question de sécurité. De toute façon, on pourrait pas. On est vraiment sur des sentiers. Parfois même, c'est pas vraiment des sentiers. Et moi, j'ai découvert que cet environnement-là, il me faisait peur enfant. Là, au contraire, c'est un moment où d'ailleurs les perceptions, même de douleur et tout, sont beaucoup atténuées. Donc pour moi, ça a été une vraie révélation et j'ai essayé de le traduire. Alors c'est comme ça me rapproche d'une de mes autres passions anciennes, la poésie. C'est-à-dire que là, c'est une manière de redessiner un petit peu la réalité. Elle est pas. On peut pas en fait, tout est gommé pendant la nuit et on voit pas. Les reliefs sont en tout cas un peu inquiétants et très vite, quand je me suis trouvé à courir la nuit, ça me renvoyait à un univers un peu fantastique, et beaucoup des textes que j'ai pu écrire, ou bien des récits de courses, ou bien des choses me sont venus pendant la nuit. J'ai cette capacité, parce que l'écriture fait un peu partie de ma vie depuis toujours, j'arrive à garder en mémoire une partie de ce que j'écris dans ma tête. Je sais pas comment dire ça. Mais pendant la nuit, mettons que souvent le dialogue est pas possible et il y a comme un repli. Et à ce moment-là, il y a beaucoup des textes, y compris du livre, que je pense avoir écrit en courant la nuit. Alors j'essaye de trouver des moyens mémotechniques pour me souvenir de la trame. Et puis ensuite, j'arrive. Il faut le lendemain ou 2 jours après que Parfois, je m'enregistre. Ah oui. Oui. Parce que je me dis, je veux pas perdre cette idée ou ce fil-là. Donc, j'ai toujours avec moi un petit MP3 là, pour pouvoir... Et ça m'est arrivé sur une course, de m'enregistrer. Les gens me prenaient un peu pour un fou, parce qu'on croise toujours du monde, ou devant ou derrière. On est rarement tout seul quand même sur un ultra. Et donc, je me parlais à moi-même. En fait, je m'enregistrais pour me souvenir de l'idée que j'avais. Et dans le livre, on retrouve 10 courses. Si oui. la mémoire est bonne, oui, c'est ça, 10 ultras. Est-ce que vous les avez tous faits? Non. Mais vous avez assisté aux courses pour pouvoir en parler dans le livre, ou c'est Alexis seulement qui est allé pour prendre les photos? Alexis, évidemment, 100% des photos du livre, c'est lui qui les a faites. Il est allé sur toutes les courses. Moi, j'ai pas pu y aller. Aussi parce que là, même, on n'avait pas les moyens d'aller partout. Moi, je suis allé au moins 5 ou 6 et j'en ai couru. J'ai couru celle qui se court au Québec, la Ricana, évidemment. Je l'ai faite plusieurs fois. J'ai fait la Diagonale des Foules, Tour du Mont Blanc, j'ai fait et puis d'autres, mais j'ai pas pu aller partout. Donc Alexis était là pour me raconter. Et d'ailleurs, sur ces courses-là,
je disais que il a écrit aussi une partie des textes, les textes de présentation des courses. Évidemment, il a fait les textes quand c'était lui parce qu'on voulait pas faire une présentation Wikipédia des courses, on voulait aussi donner un petit peu de ce qu'on constate en y étant. Et donc c'est lui qui a fait ces petits textes là sur les courses où moi j'ai pas pu aller. Il y en a certaines où je vais aller là cette année. Cette année, je vais aller en Suisse à l'Eiger. C'est une course que je n'avais pas pu faire, où j'avais pas pu aller. J'y vais cette année. Une qui m'a impressionnée, moi, c'est celle du Sahara. Oui, alors elle a lieu en ce moment. Une semaine. Elle est en ce moment là. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que chacun des coureurs doit transporter son eau, sa nourriture. Oui, autonomie en eau, autonomie en nourriture, pas en eau, pardon. L'eau est fournie. Mais elle est limitée, c'est ça comme... Oui, et puis il faut avoir suffisamment avec soi, mais ça veut dire qu'ils portent tout dans leur sac, donc ils coupent les brosses à dents pour qu'elles pèsent un peu moins lourd, tout est pesé parce qu'on peut en porter de 7 à 10 kilos sur le dos. Et c'est 6 étapes sur 7 jours. 40 degrés. Avec, alors le matin, ça va un peu, mais c'est sûr que c'est des conditions. Ils sont en train de courir, là. Ils terminent ce dimanche, là, la course. Il y a quelques Québécois chaque année qui sont dans la course. Là, je les suivais. Alors c'est une course qui est un peu un format différent, parce qu'on s'entend que tous les autres ultras, c'est un départ, une arrivée, c'est une étape. Celle-là, on a choisi de la documenter parce que c'est vraiment une course un petit peu mythique, mais c'est 6 étapes sur 7 jours avec une journée de repos au milieu. Et puis dans des conditions très particulières, parce que là c'est le Sahara, le sud Sahara, au sud du Maroc, là. Et celle-là, c'est sûr que je l'ai mis sur mon... Je suis déjà allé plusieurs fois marcher dans le Sahara, mais je connais pas cet endroit particulièrement là. Ça, c'est sûr que c'est une course... Peut-être l'an prochain, il y a le prince Harry qui la court. Alors peut-être c'est l'occasion de le rencontrer. Mais ce qui est impressionnant, moi, c'est une photo que justement j'ai vue où les gens sont en file pour aller voir le médecin, mais tous les gens dorment par terre parce que le sommeil est important. Alors le peu de temps qu'ils ont, ils le prennent pour dormir. Ils mettent à profit vraiment chaque instant pour dormir. On le fait aussi en ultra. Sur des fois, on fait des micro-siestes et tout ça. Il y a des moments, il faut récupérer il y a des moments, le corps dit stop, mais il y a des capacités incroyables. D'ailleurs, c'est ce qu'on découvre beaucoup en pratiquant ça, c'est que nos capacités physiques sont assez incroyables. Celles du corps humain on apprend à chaque fois. Moi, je n'imaginais pas être capable de faire ça. Puis une fois qu'on en a fait une, et c'est sûr qu'on découvre beaucoup sur ses propres capacités, ça. Mais là, pendant le marathon des sables, ils ont à gérer ça parce que parfois les étapes sont très longues et le sommeil, donc ils doivent porter avec eux et ils dorment sous des tentes là. Et c'est sûr que le rituel un petit peu d'aller se faire soigner les pieds ou d'aller voir le médecin là, ils dorment. Donc ils dorment 10 minutes, on les réveille, hop, ils avancent dans la file là. Et non, c'est une épreuve, très particulière, qui est un petit peu à côté, on va dire, du trail, parce que c'est pas un ultra trail en tant que tel, mais il y a de plus en plus de trailers qui y vont. Et c'est une course un peu atypique, mais c'est sûr que ça fait partie des rendez-vous que j'ai coché dans mon agenda. Et tantôt, vous avez parlé de la Arikana, qui est la course qui se passe ici au Québec. Oui. Et il y a un moment dans le livre, moi, que j'ai adoré, où les gens de l'organisation ont l'idée de prendre la photo des coureurs avant le départ et la photo des coureurs lorsqu'ils arrivent. Oui. Ben ça, c'est une idée qu'on a eue avec Alexis. Moi, je lui disais que il y a comme deux émotions qui sont très différentes, l'émotion du départ et l'émotion de l'arrivée. Et on a eu cette idée-là en disant, est-ce qu'on peut rapprocher ces deux émotions-là et donc il se trouve que l'Arikana nous a vraiment offert des conditions idéales parce que il nous fallait une chambre noire pour pouvoir isoler les coureurs au départ et à l'arrivée. Il fallait des moyens techniques particuliers en fait, on enfermait les gens dans une sorte de boîte toute noire avec un éclairage sur eux, en leur disant voilà, vous êtes là, on passe 5 minutes, mais essayez juste de penser à la course et tout ça. Donc nous, ce qu'on veut inscrire là, c'est votre émotion avant de partir. Et puis le deal, c'était que ceux qui terminent,
viennent faire l'émotion, vraiment, en tout cas, saisir l'émotion, mais de l'arrivée. Et cette série-là a beaucoup marqué, elle a été beaucoup reprise, et des gens disent, ouais, mais ils ont l'air très marqués. Moi, je trouve que quasiment toutes les photos montrent une très belle émotion et qu'au contraire, il y a quelque chose de très fort dans... Une fierté qui ressort de ça. Et d'ailleurs, à 90%, c'est que des Québécois qui sont parce que la course avait lieu là. Il y a quelques coureurs, je sais pas combien, il y a peut-être 25 photos là, en tout cas 25 émotions avant-après là. Et depuis qu'on a fait cette série, elle a été publiée aussi dans des revues aux États-Unis, en Europe. On nous demande de la refaire à d'autres endroits. Alors, ça aurait peut-être pas beaucoup de sens, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment opposé de deux émotions ce qui les sépare, c'est 125 km d'effort. Ouais, et d'un accomplissement. Je pense que s'il y a une belle parabole à retenir du livre, c'est celle-là, parce que en fait, là pour le coup, le sens des photos est presque plus fort que qu'est-ce qu'on pourrait. D'ailleurs, on a fait un texte très court pour présenter ça. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Tout est là. Hein. Ah, tout se lit dans les magnifiques photos. Si vous me permettez, Frédéric, on va s'arrêter. Au retour, on va parler de votre coup de cœur littéraire. OK.